Je me souviens d'une époque, pas si lointaine, où la vie n'était qu'une succession de teintes de gris, rehaussées de quelques éclairs de couleur, comme ces feux d'artifice lointains qu'on entend plus qu'on ne les voit. J'avais 38 ans alors, un âge où l'on est censé avoir bâti quelque chose de solide, des fondations inébranlables. Mon nom est Marc. J'habitais en périphérie de Nantes, dans un de ces quartiers résidentiels où les maisons se ressemblent toutes, leurs jardins clôturés comme des secrets bien gardés, où le bruit des tondeuses le samedi matin remplaçait les chants d'oiseaux. Un décor sans extravagance, mais un décor que j'avais choisi, que nous avions choisi, pour la promesse d'une stabilité, d'un espace où nos rêves pourraient prendre racine, loin de l'agitation du centre-ville, loin des loyers qui vous saignent à blanc. J'étais né ici, dans l'ouest de la France, de parents qui avaient travaillé dur toute leur vie, mon père à l'usine, ma mère caissière. Il m'avait inculqué le respect de l'effort, la valeur de l'argent gagné à la sueur de son front. Des valeurs simples, terre à accent grave terre, que j'avais toujours portées comme une seconde peau. Ma situation familiale ? Marié, à Laetitia. Cela faisait maintenant 12 ans que nos chemins s'étaient croisés, et 8 ans que nous nous étions dit oui devant le maire, puis devant nos familles et amis. 8 années où j'avais cru bâtir, pierre par pierre, ce qui me semblait être une forteresse d'amour et de complicité. Nous n'avions pas d'enfants, un sujet qui, je l'avoue, planait parfois comme une ombre discrète sur nos conversations du soir, un désir latent mais sans cesse reporté, faute de bons moments, faute d'une sécurité financière que nous estimions suffisante. Ma routine quotidienne était d'une banalité à en devenir réconfortante. Le réveil à 6h30, le doux ronronnement de la cafetière, l'odeur du café fort qui emplissait la cuisine encore endormie. Les quelques minutes passées à regarder les nouvelles du matin, l'œil mi-clos, tentant de décrypter un monde qui tournait toujours plus vite que moi. Puis, la douche rapide, l'enfilage du costume gris de rigueur, celui qui me faisait ressembler à tous les autres employés de bureau, à tous ces hommes qui, comme moi, passaient leur journée à jongler avec des chiffres, des dossiers, des emails. Je travaillais dans une petite entreprise de comptabilité, un emploi stable, sans fantaisie, mais qui payait les factures. Et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses. Le trajet en voiture, toujours le même, le long de ces routes départementales bordées de champs à l'aube, puis de zones commerciales qui s'éveillaient lentement. Arrivé au bureau, c'était le balai habituel des salutations polies, l'odeur du papier, le cliquetis des claviers. 8 heures derrière un écran, à scruter des bilans, à optimiser des budgets, à faire en sorte que tout rentre dans les cases. Le midi, un sandwich mangé rapidement devant mon ordinateur, ou parfois, si le soleil perçait, sur un banc du parc voisin, observant les passants avec cette distance propre à ceux qui se sentent pris dans un engrenage. Le soir, le retour. Ce moment où la fatigue du jour se mêlait à l'anticipation de retrouver la maison, Laetitia, l'odeur du dîner si elle avait eu le temps de cuisiner, ou le silence qui précédait le plat préparé à la va-vite. N'est-ce pas la vie de beaucoup d'entre nous ? Ce cycle incessant de travail, de responsabilités, de petites joies volées au quotidien. Les week-ends étaient notre oasis. Des balades sur la côte, un bon film, un dîner entre amis, ou simplement le plaisir de ne rien faire, de se perdre dans un livre, d'écouter la pluie tomber sur le toit. Des moments simples, mais qui, à mes yeux, valaient tout l'or du monde. Je me souviens encore de la sensation de sa main dans la mienne lors d'une promenade sur la plage de Saint-Brevin, le vent fouettant nos visages, le rire léger de Laetitia qui s'envolait avec les mouettes. Ces instants-là, ce sont les bulles d'oxygène dans l'océan parfois sombre de l'existence. On croit que c'est cela, le bonheur. Un puzzle assemblé patiemment, pièce après pièce, avec la personne que l'on a choisie. Mais sous la surface de cette routine si soigneusement orchestrée, des courants souterrains commençaient à gronder. Le cadre social dans lequel nous évoluions n'était pas un conte de fées. Les difficultés financières, cette épée de Damoclès invisible, pesaient lourdement sur nos épaules. L'inflation galopante, le prix de l'essence qui ne cessait de grimper, le crédit immobilier qui nous rongeait chaque mois un peu plus. On parlait de projets d'agrandissement de notre petite maison, d'un voyage que l'on n'arrivait jamais à concrétiser. L'argent, cette bête silencieuse, avait la fâcheuse habitude de se faufiler dans nos conversations, de teinter nos ambitions d'une note amère. Laetitia, qui travaillait à mi-temps comme assistante administrative, sentait elle aussi la pression. Nos discussions tournaient de plus en plus souvent autour des budgets serrés, des sacrifices à faire. La société, avec ses images de réussite scintillantes, ses injonctions au bonheur parfait, au corps parfait, à la maison parfaite, nous renvoyait sans cesse le reflet de nos propres insatisfactions. On se sentait pris au piège, comme des hamsters dans leur roue,
courant toujours plus vite pour rester à la même place. Les dîners de famille étaient remplis de comparaisons insidieuses, de questions sur les enfants, sur les promotions, sur les projets. Des problèmes systémiques, qui, à force de s'accumuler, finissaient par éroder les fondations les plus solides. On se serrait les coudes, Laetitia et moi, du moins c'est ce que je croyais. On était, à mes yeux, deux naufragés sur le même radeau, voguant ensemble sur une mer parfois houleuse. Mais ce n'était qu'une façade, une illusion que mon esprit s'était construite pour se protéger. Et c'est là que les premiers signaux d'alerte, ces murmures à peine audibles, ont commencé à se faire entendre. Des moments qui semblaient insignifiants sur le coup, mais qui, avec le recul, prenaient la forme d'éclairs annonciateurs. Un soir, après le travail, j'ai trouvé Laetitia plus silencieuse que d'habitude. Elle était assise sur le canapé, son téléphone à la main, un sourire étrange flottant sur ses lèvres quand elle le posa en me voyant entrer. Un sourire qui s'effaçait trop vite, remplacé par une expression de fatigue. « Rien, mon amour, juste une longue journée », m'avait-elle dit, sa voix un peu trop douce, un peu trop forcée. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Qui n'a jamais eu une journée difficile? Puis, il y a eu ces petites décisions, ces légers glissements. Elle commençait à sortir plus souvent, sous prétexte d'un verre avec une collègue, d'une séance de sport tardive. Des choses anodines, n'est-ce pas? Des respirations nécessaires dans une vie souvent étouffante. Mais ces sorties s'allongeaient, les retours se faisaient plus tardifs, parfois avec cette odeur de parfum différent qui me frappait l'odorat, une fragrance plus capiteuse que la sienne. J'ai dû emprunter le foulard de Sarah, il faisait froid en sortant du pub, m'avait-elle expliqué une fois, avec une volubilité qui sonnait faux. J'avais acquiescé, un doute infime, comme une poussière irritante dans l'œil, commençant à se nicher au fond de mon esprit. On ferme les yeux, n'est-ce pas? On préfère croire que ce n'est rien, qu'on se fait des idées. Que ce sont les démons de notre propre insécurité qui nous chuchotent des folies. Je me souviens d'une après-midi de printemps, où j'avais attrapé son portable pour vérifier un horaire de cinéma. Il s'était allumé sur une conversation. Un nom que je ne connaissais pas, des messages rapides, légers, ponctués d'émoticônes. « Tu as l'air de t'amuser avec ton nouveau contact », avais-je lancé, essayant de masquer la pointe d'agacement dans ma voix avec une fausse décontraction. Elle l'avait arraché de mes mains avec une brusquerie inhabituelle. « C'est un collègue, on organise un pot de départ. »« Tu sais bien que je ne suis pas très à l'aise avec la technologie », avait-elle répliqué, le visage subitement fermé. Une réaction excessive, qui m'avait mis mal à l'aise, mais que j'avais vite balayée. Après tout, nous avions des secrets, des zones d'ombre, n'est-ce pas? Chaque couple en a. On se dit que l'amour, la confiance, sont des murs assez hauts pour contenir ces petites brèches. Ces indices ignorés, ils étaient partout, comme des éclats de verre sur le sol qu'on choisit de ne pas ramasser, espérant qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Les compliments qui se faisaient rares, les regards qui ne se croisaient plus avec la même intensité, les silences qui n'étaient plus partagés mais qui creusaient un fossé entre nous. Elle était physiquement présente, mais son esprit s'échappait souvent, planant au-dessus de nos conversations, de nos repas, de nos soirées passées devant la télévision. Je la voyais parfois plonger dans ses pensées, un sourire énigmatique sur le visage, un sourire qui ne m'était pas destiné. Était-ce la fatigue? Le stress? Ou bien, comme une pièce de monnaie qui tourne lentement avant de tomber sur l'une de ses faces, une décision secrète qui mûrissait en elle? Mon cœur me soufflait qu'il y avait quelque chose, mais ma raison refusait d'y croire. L'amour est aveugle, dit-on. Non, l'amour est simplement effrayé de voir. La tension s'installait très lentement, comme une brume qui monte du fleuve, enveloppant tout sans qu'on s'en aperçoive vraiment. On se disait que c'était le poids de la vie, le quotidien qui nous usait, pas l'usure de nos sentiments. On mettait ça sur le compte du stress au travail, des petits tracas. On trouvait toujours des excuses, des explications rationnelles à l'irrationnel qui grandissaient entre nous. C'était la période où nos dialogues ressemblaient à des monologues parallèles, où nous parlions sans nous écouter réellement, où le nous était de plus en plus souvent remplacé par un jeu solitaire et blessé. Les gestes tendres se faisaient rares, les nuits plus froides, et le vide au centre de notre lit, de plus en plus palpable. Connais-tu ce sentiment où l'on sait au fond de soi que quelque chose est en train de changer irrémédiablement, mais que l'on s'accroche désespérément à l'image d'un passé qui nous rassure? C'est cela que je ressentais. Une vague d'appréhension grandissait en moi, sourde, persistante, comme le bruit lointain d'un orage qui approche. Puis, une après-midi, Laetitia est rentrée du travail, l'air joyeux,
presque guilleret. Une énergie nouvelle émanait d'elle, une étincelle que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Tiens, Marc », m'avait-elle dit en posant sur la table une petite carte cartonnée aux couleurs vives. Une collègue, Laura, organise une fête ce samedi. Pour fêter son emménagement, tu sais, la grande maison qu'elle a achetée. Ce serait sympa qu'on y aille, ça nous ferait du bien de changer d'air, de rencontrer de nouvelles têtes. Elle avait ce regard pétillant, cette insouciance que j'aimais tant chez elle. Une invitation anodine, n'est-ce pas? Une simple fête entre amis. Qu'aurais-tu fait? J'avais souri, un peu soulagé par cette bouffée d'air frais, par cette joie retrouvée dans ses yeux. Je n'avais pas perçu la faille qui s'ouvrait, ni le gouffre qu'elle allait révéler. Je n'avais pas vu que cette fête, ce n'était pas seulement une occasion de changer d'air, mais une porte ouverte vers un abîme. Une invitation, tombée comme une plume sur un étang immobile, qui allait, sans que je ne m'en doute un instant, provoquer un tsunami. La nuit s'est déroulée devant mes yeux, étrange, bruyante et pourtant si silencieuse dans ma tête, comme une pièce de théâtre dont j'étais le seul spectateur à ne pas comprendre la trame. Quand nous sommes arrivés à la fête de la collègue de Laetitia, l'air était déjà épais d'une chaleur moite, lourde des parfums mêlés de sueur, d'alcool bon marché et de je ne sais quelle ambition discrète qui flotte dans les soirées entre collègues. La musique pulsait, une basse sourde qui me frappait le plexus, et les conversations s'entremêlaient en un brouhaha constant. J'ai tenté de me fondre dans le décor, de jouer le jeu. Un verre de vin blanc, un sourire forcé aux visages inconnus qui me tendaient une main molle, un hochement de tête pour ponctuer des anecdotes dont je n'avais pas saisi le début. Je cherchais Laetitia, cette encre qui aurait dû me retenir, la voix familière dans cette cacophonie. Elle était comme une fleur fraîchement éclose, plus rayonnante que d'habitude, une robe que je ne lui connaissais pas, un rire un peu trop clair, un peu trop fréquent, qui portait loin dans le vacarme. Je l'ai vu se diriger vers le groupe le plus animé, son dos gracile tourné vers moi, déjà loin. C'est là que le malaise a commencé à s'installer, une petite graine froide plantée au creux de mon estomac. Je me suis dit que c'était ma timidité habituelle, ce léger inconfort social qui me nouait toujours un peu. Mais quelque chose clochait. Laetitia, d'ordinaire si attentive à mes moindres signaux, un regard, une légère pression sur son bras pour lui faire comprendre que je voulais qu'elle se rapproche semblait m'ignorer. Mes yeux la cherchaient dans la foule, la retrouvaient un instant, puis elle s'évaporait à nouveau. C'était comme essayer de retenir du sable entre mes doigts. J'ai bu une gorgée de ce vin sans saveur, la langue pâteuse, et j'ai essayé de me convaincre que j'étais simplement fatigué, que les semaines de stress au bureau, les chiffres qui ne rentraient jamais, me rendaient paranoïaque. Que aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu su lire les lignes invisibles qui s'écrivaient sur le visage de ta propre femme? Puis je l'ai vu. Un homme, grand, le genre de carrure qu'on remarque, avec un sourire facile et des yeux qui semblaient s'accrocher à Laetitia avec une intensité que je n'aimais pas. Il riait. Non, il gloussait astérisque, ce rire léger et complice qui ne s'échange qu'entre des personnes qui partagent un secret, une intimité naissante. Laetitia posait sa main sur son bras, une de ces petites choses anodines, des effleurements furtifs que je n'aurais jamais remarqués chez d'autres, mais qui sur astérisque elle astérisque, sur astérisque ma astérisque femme, résonnaient comme des coups de marteau dans le silence de ma tête. La musique était toujours forte, les gens dansaient, criaient, mais tout autour d'eux, il y avait comme un cercle de silence, une bulle d'air opaque où je ne pouvais pas entrer. J'ai essayé de m'approcher, de me glisser, de passer pour un mari désinvolte qui rejoignait sa femme. Mais à chaque fois que je m'avançais, Laetitia semblait s'éloigner, imperceptiblement, ou l'homme riait plus fort, l'attirant encore plus dans leur conversation. C'était comme regarder deux courants d'eau s'entremêler, et moi, j'étais le rocher inerte sur la rive. Le temps s'était tiré, élastique et douloureux. Chaque minute était une heure. J'ai passé le reste de la soirée à les observer, un jeu cruel du chat et de la souris où j'étais le chat, mais un chat aveugle. J'ai vu Laetitia se pencher pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, et le frisson qui a parcouru mon corps n'avait rien à voir avec le froid, ni même la peur, mais avec une certitude grandissante, celle que l'inimaginable était en train de se produire. Les signaux, ces petits détails que j'avais ignorés pendant des semaines, sont revenus me frapper au visage, plus clairs, plus nets. Ces sourires éphémères, ces sorties plus fréquentes, ces réactions évasives quand je lui posais des questions sur sa journée. Tout prenait sens, un sens horrible et implacable. Mon estomac était un nœud de serpent glacé. Aviez-vous déjà senti cette sensation, ce froid qui vous serre l'estomac quand une pièce pleine de rire devient soudainement silencieuse juste pour vous?
quand le monde entier continue de tourner, mais que le vôtre s'est arrêté net, sans prévenir? J'ai essayé de l'appeler. Laetitia. Mon son a été absorbé par le mur sonore de la fête. Elle ne m'a pas entendu, ou a fait semblant. Elle n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Et puis, la pire des prémonitions s'est matérialisée. J'ai vu l'homme lui prendre la main, pas une main amicale, mais une prise possessive, et il l'a entraînée doucement vers la sortie. Laetitia n'a pas résisté. Elle a même ri, un rire léger, un peu ivre, mais joyeux. Elle a jeté un bref coup d'œil en arrière, un regard qui a balayé la pièce sans jamais croiser le mien, comme si j'étais devenu invisible, ou pire, inexistant. Et puis, ils ont disparu dans l'obscurité de la nuit nantaise. Mon cœur a fait une embardée, comme un cheval affolé qui vient de sentir le loup. Le bruit autour de moi s'est intensifié, puis a été aspiré dans un vortex de silence assourdissant, un silence épais et pesant qui m'a englouti. Je suis resté là, debout au milieu de la pièce, le verre vide à la main, le bras ballant. C'était un tableau grotesque, un homme seul au milieu de la fête de l'humanité, et sa femme venait de partir avec un autre. J'ai senti mes genoux fléchir, mais je me suis accroché à une table basse, mes phalanges blanchies par la force de la prise. Ma respiration est devenue courte, haletante, comme si je venais de courir un marathon sans le savoir. Le monde s'est mis à tanguer. Les lumières de la pièce, d'habitude joyeuses, sont devenues des taches floues, agressives, qui m'agressaient les yeux. J'ai eu envie de crier, de les poursuivre, de renverser la table, de casser tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Mais à la place, une inertie terrifiante m'a paralysé. Mes pieds étaient soudés au sol, mon corps était un bloc de plomb. C'était le moment où l'univers, que je croyais connaître, s'est fissuré devant mes yeux, une vitre brisée en 1000 morceaux. Le pacte tacite, les promesses murmurées à l'oreille, les années construites pierre par pierre, tout s'est effondré en un instant. Qu'est-ce que vous faites quand le sol se dérobe sous vos pieds, et que tout ce en quoi vous croyez n'était qu'une illusion? Je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Les souvenirs de ce trajet sont flous, une suite d'images décousues. Le froid du bitume sous mes chaussures, l'écho de mes pas dans les rues désertes, le vent glacial qui me fouettait le visage, comme pour me réveiller de ce cauchemar éveillé. La clé dans ma main, si lourde, si insignifiante. Ouvrir la porte de notre appartement, celui que nous avions choisi ensemble, décoré ensemble, rempli de nos souvenirs, de nos rires, de nos petites disputes et de nos réconciliations. Il m'a semblé que l'air y était plus froid, plus vide. Les objets qui nous entouraient, le canapé où nous regardions des films, la table où nous prenions nos repas, la photo de notre mariage sur la commode, tout est devenu des reliques d'un passé qui n'existait déjà plus. C'était comme si un astéroïde venait de frapper ma vie, et que je me trouvais au centre du cratère, seul survivant, à contempler la poussière de mon existence. La rage a commencé à monter, lente, implacable, remplaçant la stupeur. Une rage froide, glaciale, celle qui vous donne la force de faire l'impensable. Le monde entier s'était dissous autour de moi, ne laissant qu'un bourdonnement assourdissant dans mes oreilles, une pression insoutenable derrière mes yeux. Le chemin du retour, je ne saurais le décrire. Il n'était qu'une succession d'éclairs aveuglants, de lumière de la ville se muant en étoiles filantes d'une existence brisée. Mon corps, tout entier, était un étranger, mes mains agrippées au volant comme à une bouée dans une mer de rage et de douleur. Chaque fibre de mon être hurlait. Hurlait de comprendre, hurlait de colère, hurlait d'une peine si aiguë qu'elle menaçait de me déchirer. Comment peut-on passer d'un rire partagé à une telle vacuité en quelques heures à peine? Connais-tu ce sentiment où la réalité se tord et se déforme, où tout ce que tu croyais solide s'effrite entre tes doigts comme du sable? C'est cela que j'ai ressenti, et c'était pire que n'importe quel cauchemar, car le réveil n'apportait aucun soulagement, juste l'écrasante vérité. Je suis rentré, ou plutôt, mon corps a trouvé le chemin jusqu'à cette maison qui, quelques heures auparavant, était encore notre foyer. L'odeur de Laetitia, cette légère fragrance de vanille et de lavande qui imprégnait chaque recoin, m'a frappé comme un coup de poing. Chaque objet, chaque photo, chaque souvenir gravé dans ces murs me regardait, complice muet d'une imposture que je n'avais pas su déceler. C'était insupportable. Les lumières sont restées éteintes. J'ai erré dans le salon, dans la cuisine, jusqu'à notre chambre. Notre lit, si souvent le témoin de nos confidences, de nos rires étouffés, de nos étreintes silencieuses, me semblait désormais un monument à une illusion, un autel profané. Je me suis effondré sur le canapé, incapable de trouver le moindre repos. La nuit, une entité sombre et silencieuse, s'est étirée,
chaque minute une éternité. Les heures défilaient, ou peut-être étaient-elles immobiles, suspendues dans cette agonie. Mes pensées tourbillonnaient, un maelstrom incessant de questions sans réponse, de scénarios inventés, de justifications grotesques et de colère froide. La rage, au début brûlante et destructrice, s'est peu à peu transformée en une détermination glaciale. Vous savez, cette sensation où le cœur se fige, où le sang semble se changer en plomb dans vos veines? C'est à ce moment-là que la décision a commencé à germer, une idée aussi simple que dévastatrice. Une idée qui allait dessiner une ligne infranchissable, un point de non-retour définitif. Je ne savais pas comment la regarder à nouveau. Comment dormir à côté d'elle, sachant que son corps avait été la nuit même entre les bras d'un autre? Comment partager un petit déjeuner, faire semblant que rien ne s'était passé? C'était impensable. L'idée de la voir revenir, souriante, insouciante, comme si ma vie n'avait pas volé en éclats sous ses pas, m'était intolérable. Non, il fallait marquer le coup, physiquement, matériellement. Créer un fossé qu'elle ne pourrait pas franchir, une barrière infranchissable. C'était brutal, je le savais. Mais qu'aurais-tu fait, toi, quand la dignité est la seule chose qui te reste à sauver du naufrage? Alors que l'aube grise commençait à poindre, déchirant le voile de la nuit avec une lumière crue et impitoyable, ma décision était prise, gravée dans ma chair comme une cicatrice invisible. Je devais changer les serrures. C'était la seule action qui me paraissait juste, la seule qui pouvait commencer à rétablir un semblant d'équilibre dans mon chaos intérieur. Sans un mot, sans même un soupir, je me suis levé. Chaque mouvement était lourd, mécanique. J'ai fouillé dans la boîte à outils, ces outils que j'utilisais pour de petites réparations, pour la maison que nous construisions ensemble. Aujourd'hui, ils serviraient à démolir, à sceller un destin. J'ai trouvé ce qu'il fallait, un tournevis, une nouvelle serrure que j'avais gardée, au cas où, un marteau. Le bruit des outils entrechoqués dans le silence de l'aube était assourdissant, chaque cliquetis un écho de mon cœur brisé. Je suis allé à la porte d'entrée. La lourde porte en bois, cette même porte qui nous avait vu rire, nous embrasser, revenir de nos escapades. Maintenant, elle allait devenir le symbole de la fin. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma volonté était de faire. Dévisser les anciennes plaques, sentir le métal froid et usé entre mes doigts, c'est comme si je démontais aussi une partie de mon âme. Chaque vis retirée était un adieu à une promesse, un renoncement à un rêve. Le grincement du barillet en train d'être extrait, puis le claquement sec quand la nouvelle serrure a pris sa place, ont résonné dans le vide de la maison. C'était un son définitif, un coup près tombé. En un instant, l'accès à cette vie, à ce passé, était barré. La clé qu'elle portait dans son sac, celle qu'elle avait tant de fois fait teinter avec insouciance, n'était plus qu'un morceau de métal inutile. Je l'ai fait pour moi, pour ma dignité, pour ce qu'il restait de l'homme que j'étais avant cette nuit. J'ai posé l'ancienne serrure sur la petite table de l'entrée, comme une relique d'un temps révolu, un avertissement silencieux. Puis, il n'y avait plus qu'à attendre. L'attente fut un supplice. Chaque bruit de voiture dans la rue, chaque pas sur le trottoir me faisait sursauter. Mon estomac était noué, une boule de pierre au fond de ma gorge. J'étais assis dans le salon, les yeux rivés sur la porte, le cœur battant la chamade, une tension insoutenable s'accumulant à l'intérieur de moi. Le temps s'étirait, se contractait, se moquait de moi. Le soleil montait doucement dans le ciel, projetant des ombres longues et froides dans la pièce. Je me demandais ce qu'elle ferait, où elle passerait la nuit. Avait-elle seulement pensé à moi, à notre vie? Avait-elle le moindre remords? Ou était-elle déjà passée à autre chose, insouciante, légère comme une plume emportée par le vent? Cette pensée m'a transpercé, une nouvelle flèche dans mon cœur déjà criblé. Et puis, vers 9 heures, le son familier de sa voiture. Un vrombissement de moteur, puis le léger craquement des graviers sous ses pneus. Mon corps s'est raidi, chaque muscle tendu. C'était elle. Le moment était venu. J'ai entendu le claquement de la portière, les pas légers sur l'allée, puis le tintement si reconnaissable de son trousseau de clés. Un son qui, il y a encore quelques heures, annonçait son retour, la fin de ma solitude. Aujourd'hui, il résonnait comme un glas funèbre. Laetitia est apparue devant la porte, sa silhouette découpée par la lumière matinale. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, ses cheveux légèrement ébouriffés, mais son visage était curieusement serein, presque souriant. Un sourire innocent, peut-être un peu fatigué, mais empreint d'une légèreté qui m'a transpercé. Elle n'avait aucune idée de l'abîme qu'elle s'apprêtait à découvrir.
Elle a inséré sa clé dans la serrure. Un petit bruit métallique. Elle a tenté de tourner. Un silence. Puis elle a réessayé, avec un peu plus de force. Et encore. Son front s'est plissé, une légère confusion a commencé à naître sur son visage. Elle a retiré la clé, l'a examinée, puis a tenté à nouveau. La porte est restée inerte, scellée, infranchissable. La confusion a cédé la place à une légère irritation, puis à l'incompréhension. Elle a frappé une fois, doucement, comme si elle s'attendait à ce que la serrure cède d'elle-même. Et c'est là que j'ai bougé. J'ai ouvert la porte d'un coup sec, sans un mot, sans un geste d'invitation. Le silence est tombé, un silence écrasant, plus lourd que n'importe quel cri. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu le choc se propager sur son visage, déformant cette expression insouciante. Ses pupilles se sont dilatées, et une nuance de peur a commencé à transparaître, effaçant toute trace de son sourire. Elle a vu l'ancienne serrure sur la table basse, ma posture rigide, mon regard, ce regard que je sentais empli d'une douleur froide et d'une détermination implacable. Elle n'a pas eu besoin de poser la question. L'évidence a frappé, brutale, implacable. La clé qu'elle tenait à la main était désormais un vestige d'une vie passée, un objet inutile. Elle a balbutié quelque chose, un son inaudible, une tentative désespérée de briser le mur invisible que j'avais érigé entre nous. Mais les mots sont morts sur ses lèvres, étouffés par le poids de sa culpabilité et la dure réalité de la trahison. Ses yeux se sont emplis de larmes, des larmes de confusion, de regret, peut-être de colère. Je ne sais pas. Mon cœur était une pierre, incapable de la lire, incapable de la pardonner. Nous sommes restés là, figés dans ce tableau silencieux, elle sur le seuil, moi dans l'encadrement de la porte. Deux étrangers unis par le souvenir d'un amour désormais brisé, séparés par un abîme de mensonges et de promesses violées. C'était la confrontation la plus explosive que j'ai jamais vécue, sans un seul mot prononcé. Juste nos regards, nos silences, et la certitude que tout était fini. Laetitia, mon amour, ma femme, mon pilier, était devenue une ombre, une étrangère, une traîtresse. Et devant moi, cette porte fermée symbolisait bien plus que l'accès à une maison. Elle était le symbole de la fin d'un chapitre, d'un rêve envolé, d'une confiance à jamais brisée. Le silence dans la maison n'était plus seulement le vide de l'absence. Il était une entité à part entière, palpable, lourde, comme une couverture de plomb posée sur mes épaules, m'empêchant de respirer pleinement. Chaque respiration, chaque battement de mon propre cœur, résonnait dans ce creux immense que Laetitia avait laissé, non pas en partant, mais en effaçant tout ce que nous avions été. Les serrures étaient changées, un geste définitif, brutal, et pourtant, l'acte de changer ce métal et ses vis n'avait rien apaisé. Au contraire, il avait ouvert une brèche dans mon âme, un gouffre d'une profondeur insondable. Psychologiquement, j'étais une épave. Imaginez un navire pris dans une tempête sans fin, ses mâts brisés, sa coque éventrée, chavirant entre des vagues de rage et de désespoir. Voilà où j'en étais. Les nuits étaient des séances de torture sans fin. Je voyais son visage, les rires échangés avec cet homme, son départ insouciant. Chaque détail, chaque image de cette soirée maudite revenait en boucle, se gravant dans ma rétine, se nourrissant de mon sommeil refusé. Mes yeux, souvent rouges et gonflés, étaient des fenêtres sur un paysage intérieur ravagé. Les bouffées de colère, brûlantes comme la lave, alternaient avec un froid engourdissement, une anesthésie de l'âme qui me laissait sans réaction, sans larmes, juste vide. Le goût des aliments avait disparu, remplacé par une amertume constante dans ma bouche. Les couleurs du monde semblaient avoir viré au gris, comme si une pluie éternelle avait lavé toute la vivacité de mon environnement. Mon corps, ce complice autrefois loyal, était devenu un étranger, lourd de fatigue, mais incapable de trouver le repos, tendu par une anxiété permanente qui serrait ma poitrine comme un étau invisible. Connais-tu ce sentiment, cette sensation où l'air lui-même semble trop lourd à respirer, où chaque battement de cœur est un rappel douloureux et indésirable de ta propre existence, de ta propre condition brisée? Je le connaissais. Je le vivais, minute après minute, heure après heure. Le silence de la maison était mon unique compagne, une confidente fidèle qui me renvoyait sans cesse l'écho de mon propre cœur brisé. Les journées s'étiraient, interminables, tissées de pensées errantes et de souvenirs qui se transformaient en pièges. Mon travail de comptable, qui exigeait une rigueur et une concentration chirurgicale, devint une montagne insurmontable. Les chiffres dansaient devant mes yeux, une sarabande moqueuse que mon esprit embrumé ne parvenait plus à dompter. J'arrivais en retard,
parfois je n'arrivais pas du tout, me drapant dans des prétextes bancals, des maladies imaginaires. La peur de perdre ce travail, ce dernier semblant de normalité, me tirait du lit certains matins, mais la lassitude m'y renvoyait souvent, me clouant sous le poids d'une fatigue plus psychique que physique. Mes collègues, avec leurs regards furtifs, leurs questions polies sur mon état de santé et leurs sourires forcés, percevaient une faille, un trou béant dans l'armure que j'avais toujours portée. Je me sentais nu, exposé, la honte me rongeait. Comment pouvais-je expliquer l'inexplicable? Comment pouvais-je articuler des mots pour dire « ma femme, la femme que j'aimais, est partie avec un autre homme, me laissant là, brisé, devant ma propre porte ?» Non, ce n'était pas le genre de conversation que l'on tenait à la machine à café, entre deux dossiers. Je me suis muré dans un silence épais, une carapace que j'avais érigée non seulement pour me protéger du monde extérieur, de la curiosité malsaine, mais aussi de ma propre incapacité à articuler l'ampleur de ma souffrance. Mes amis, les quelques-uns qui avaient osé tendre la main, se sont heurtés à ce mur infranchissable, à cette incommunicabilité de la douleur. La solitude n'était plus un choix, c'était une conséquence inévitable, une nécessité presque, pour préserver les derniers fragments de mon être. Les implications financières furent un autre coup dur, une réalité pragmatique qui s'ajoutait à la douleur émotionnelle, comme une seconde lame s'enfonçant dans la plaie ouverte. La maison, notre maison, était notre principal actif, mais aussi notre plus grande dette. Les mensualités, auparavant partagées équitablement, reposaient désormais entièrement sur mes épaules vacillantes. Je devais prendre des décisions rapides, déchirantes, qui allaient au-delà du simple calcul. Vendre? Conserver? Chaque option semblait une trahison supplémentaire, un déracinement de ce qui restait de ma vie. Les relevés bancaires devenaient des lettres de menace, les rappels de paiement, des poignards qui s'enfonçaient un peu plus dans ma conscience. Je me sentais pris au piège, non seulement par le chagrin mais par la dure réalité matérielle qui ne laissait aucune place à l'attendrissement, à la pitié. Le système, la société, tout semblait s'aligner pour me rappeler que ma vulnérabilité émotionnelle avait aussi un coût, un prix que je devais payer en euros sonnants et trébuchants. Qu'aurais-tu fait, à ma place, quand les piliers de ton monde matériel et affectif s'effondrent simultanément, te laissant sans appui, sans répit? Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et la tentative de reconstruction fut une danse macabre, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, sous une musique funèbre que seul moi entendais. Chaque matin, se lever du lit était une victoire minuscule, une bataille gagnée contre la torpeur. Manger un repas entier, un exploit digne d'un héros. Parler à quelqu'un, même juste le boulanger, une épreuve. Le vide laissé par Laetitia était si grand qu'il aspirait tout autour de lui, même l'air, me laissant dans une perpétuelle sensation d'étouffement. J'ai commencé à marcher, inlassablement. De longues marches sans but dans les rues de Nantes, le long de la Loire, observant les couples main dans la main, les familles riant, les enfants jouant, et chaque image, chaque son, était une piqûre, un rappel lancinant de ce que j'avais perdu, de ce que j'avais cru avoir. Parfois, l'envie de l'appeler, de la supplier de revenir, de comprendre, de crier ma rage et ma douleur, me submergeait, une vague impérieuse menaçant de me noyer. Mais quelque chose en moi, une dignité blessée mais toujours vivante, une colère froide et tenace, me retenait. Je ne voulais pas lui donner le pouvoir de me briser encore davantage. Je ne voulais pas être celui qui supplie, celui qui ramasse les miettes d'un amour brisé. Je me suis mis à lire, à écouter des podcasts, à chercher des histoires similaires à la mienne, comme un naufragé scrute l'horizon pour y trouver un autre signe de vie, un écho à sa propre détresse. Je voulais comprendre. Comprendre pourquoi. Pourquoi elle, pourquoi nous, pourquoi moi? Les réponses étaient insaisissables, flottant comme des chimères dans le brouillard épais de ma douleur. Cette expérience m'a forcé à une introspection brutale, une plongée sans précédent dans les abysses de mon propre être. Je me suis posé des questions que je n'aurais jamais osé formuler auparavant, des questions existentielles qui déchiraient les voiles de mes certitudes. Qu'est-ce que l'amour, finalement? Une promesse sacrée? Un simple sentiment éphémère? Une construction sociale élaborée pour nous piéger? Et la confiance? Oh, la confiance. Elle est le fil d'or invisible qui tisse toutes les relations humaines, le ciment silencieux de chaque interaction. Une fois brisée, peut-elle être raccommodée sans que la cicatrice ne reste toujours visible, douloureuse au moindre effleurement, au moindre souvenir? Je ne le savais pas. Je ne savais plus rien. La trahison n'est pas seulement un acte ponctuel, c'est une démolition.
c'est le fait de voir tout ce que vous avez construit avec un autre être humain s'effondrer en un instant, réduisant en poussière non seulement le présent que vous partagez, mais aussi le passé que vous avez vécu et l'avenir que vous aviez imaginé. C'est la réécriture forcée de votre propre histoire, par quelqu'un d'autre. La fragilité des liens humains, je l'ai ressentie dans chaque fibre de mon être, comme une douleur fantôme. Nous construisons nos vies sur des fondations d'amour, de respect, de projets communs, croyant que ces fondations sont de granit inébranlable. Mais il suffit d'une fissure imperceptible, d'un coup de marteau imprévu, pour que tout l'édifice s'écroule en un instant. Il suffit d'un instant. Un instant de faiblesse, un instant d'égarement, un instant de lâcheté. Et soudain, l'édifice est en ruine, irrécupérable. Je pense à toutes ces personnes qui, comme moi, se sont retrouvées un jour face à ce miroir brisé. Des hommes et des femmes dont la vie a été chamboulée par un événement imprévu, une trahison, une perte irréparable. Cette histoire, ma propre histoire, aurait pu arriver n'importe où. À Nantes, bien sûr, mais aussi à Paris, dans une petite ville de province endormie ou une mégalopole bruyante et anonyme. Elle aurait pu arriver à mon voisin, à mon collègue, à ce couple que je croisais tous les matins au parc, main dans la main, le visage illuminé. Parce que l'humain est complexe, parce que les désirs sont parfois contradictoires, parce que la vie nous met à l'épreuve de manière que nous ne pouvons jamais anticiper, jamais contrôler. Il suffit d'un instant pour que tout bascule. Une fête, un regard trop long, une décision impulsive prise dans le flou de l'alcool et du désir. Un moment, et toute une existence est redéfinie, reconstruite sur les ruines du passé. J'ai appris à quel point nous sommes tous vulnérables, à quel point nous sommes tous sur le fil du rasoir. Nul n'est à l'abri. Nul ne peut se targuer d'une immunité absolue contre les caprices du destin ou les faiblesses inhérentes au cœur humain. C'est une leçon amère, difficile à avaler, mais peut-être la plus importante de ma vie. Je ne suis pas encore guéri, si tant est que l'on puisse guérir de pareilles blessures qui s'enfoncent si profondément. Les cicatrices sont là, profondes, invisibles la plupart du temps pour les autres, mais sensibles au moindre effleurement, au moindre souvenir pour moi. J'apprends à vivre avec elles, à les accepter comme une partie intégrante de mon histoire, de mon nouveau moi. La reconstruction est un chemin long, semé d'embûches, de doutes, de rechutes, mais c'est un chemin que je dois parcourir. Seul, mais peut-être plus fort, plus conscient de la fragilité et de la valeur inestimable de chaque lien, de chaque moment partagé. Cette histoire est la mienne, c'est vrai, mais elle est aussi, je le crois sincèrement, un reflet de tant d'autres histoires silencieuses. Elle est un témoignage des silences qui précèdent les tempêtes, des signaux d'alerte que l'on ignore, des choix qui nous définissent pour toujours, et des conséquences qui nous transforment à jamais, pour le meilleur ou pour le pire. Si mon récit résonne en toi, si tu as connu des échos similaires dans ta propre vie ou dans celle de tes proches, je t'invite à partager ton expérience, ton vécu. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans mon histoire? Comment as-tu surmonté tes propres épreuves, tes propres déceptions? Les commentaires sont là pour ça, pour créer un espace d'échange, de soutien mutuel, d'humanité partagée. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires de vie, d'autres réflexions profondes sur ce que nous sommes, sur ce que nous traversons, sur nos joies comme sur nos peines. C'est ensemble, dans le partage de nos vulnérabilités et de nos forces, que nous pouvons trouver un peu de lumière, un peu de réconfort dans ce monde souvent si imprévisible.